Bonjour à toutes et tous. Donc je vais effectivement présenter un zoom sur un des volets du suivi scientifique donc de cette opération de démantèlement des barrages de la Cellune. Donc, bon, que j'ai coordonné. Donc peut-être juste pour me présenter, je suis géographe, enseignante chercheuse à l'Université de Paris-Nanterre, et les résultats que je vais vous présenter, ils sont issus d'un collectif de plusieurs collègues et beaucoup de géographes, à vrai dire. Donc en fait, pour resituer un petit peu la manière dont on a travaillé, en fait, un petit peu finalement de la même façon que Laura et Jean-Marc ont présenté la réussite, les clés de réussite de ce projet. Nous, on était partis aussi sur l'idée voilà, de se poser la question qu'est-ce que serait une opération réussie, mais cette fois-ci du point de vue social, donc en prenant un petit peu à la lettre cette annonce de novembre 2009 de la secrétaire d'État à l'écologie qui annonce la fin des barrages de la Cellune en annonçant que cette opération se doit d'être exemplaire aussi bien du point de vue environnemental que du point de vue social, pour dire les choses rapidement. Et effectivement, nous, on est parti de l'idée que cette suppression de barrages, elle avait des conséquences en termes de dimension matérielle des lieux, puisqu'elle transforme les paysages. De là, elle transforme évidemment les pratiques, les usages des lieux, les représentations, les images que les uns et les autres se font de cet espace, et puis également les relations de pouvoir, les jeux d'acteurs qui interviennent à l'intérieur du territoire. Donc pour documenter ça, depuis 2013 à peu près, on a mis en œuvre plusieurs démarches, plusieurs travaux qui reposent essentiellement sur des travaux de sciences sociales. On s'est intéressé aux représentations que les habitants et les usagers se font de la vallée, de la nature. On s'est intéressé en réalité beaucoup à l'attachement au lieu, sur lequel je vais revenir plus tard. On s'est intéressé également à un travail de micropolitique, c'est-à-dire ce qui nous a intéressé, c'est vraiment la gouvernance, reconstituer la manière dont cette opération a vu le jour et la manière dont elle a été mise en œuvre. Et puis, donc pour comprendre en fait les raisons du conflit, donc peut-être en fait je suis partie un peu sur l'idée que vous saviez déjà beaucoup de choses, mais peut-être c'était une bêtise. Donc simplement pour vous dire que cette opération, en fait, elle est très conflictuelle. Elle a été très conflictuelle à l'échelon local. Euh, je vais revenir là-dessus. Donc c'est vraiment de là que sont parties nos interrogations. Et ce qui nous intéressait, c'était de voir à la fois quels étaient les arguments des uns et des autres par rapport à ce projet, et également comment ils parvenaient ou pas à dialoguer pour accompagner finalement cette opération de restauration écologique. Et pour ça, on s'est intéressé à reconstituer en fait les collectifs à l'œuvre. Voilà. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de dresser un bilan de tout ça, qui sera évidemment pas exhaustif et qui sera très lacunaire, mais vous poserez des questions sur ce qui n'aura pas été suffisamment clair. Autour de 3 points. Un premier point qui est plutôt sur ce que nous, on a considéré comme un échec du point de vue de la concertation. Ensuite, je reviendrai sur un élément qui me semble important, qui est en fait l'impossible rencontre, l'impossible dialogue entre le projet écologique et le projet de territoire. Et puis ensuite, je poserai quelques questions par rapport au devenir de la vallée, donc par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, effectivement, dans le travail qu'on a été amené à conduire, en fait, on a conclu en 2017, dans un article qu'on a rédigé avec Laurent Lespez, à l'échec de la concertation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du graphique que vous avez sous les yeux, mais simplement dire qu'effectivement, on a une opération qui est annoncée en fin novembre 2009, qui fait suite en fait à des votes un petit peu compliqués au sein de la commission locale de l'eau, à un moment où en réalité, certes, les barrages représentaient peut-être d'un point de vue énergétique une valeur négligeable, mais EDF avait quand même déposé une demande de renouvellement de concession. Enfin, bref, tout un processus assez complexe qui est fait de haut, de bas, d'incertitude, de retour en arrière, relativement complexe, qui dessine en fait un certain nombre de relais manqués
dans le dialogue entre l'État, donc propriétaire hein, du barrage de Vezins, et les collectivités locales, donc les premières concernées par le projet qui allait voir le jour. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces différentes phases hein, qu'on a identifiées depuis le début des années 2000 jusqu'à maintenant, mais je vais plutôt pointer quelques éléments qui me semblent importants, qui dessinent en fait cette absence de concertation, qui démarre par un premier point qui est en fait une opération qui est marquée par un déficit d'information, puisqu'en fait, donc c'est la DDTM, hein, les services de l'État dans le département de la Manche qui ont été en charge de porter la mise en œuvre de ce projet et qui l'ont porté dans une approche assez ingéniuriale, hein, avec une très faible attention à la question de la communication. Alors, ça vous peut paraître trivial, mais en réalité, ça veut dire que localement, en fait, il n'y a jamais eu, à aucun moment, de réunion publique, par exemple, pour expliciter aux habitants, aux usagers, aux riverains, ce qui allait se passer. Il faut attendre 2012 pour avoir les premiers travaux d'information à destination du grand public, avec un certain nombre, enfin avec quatre bulletins d'information, hein, qui sont ceux que vous avez sur la partie droite de la diapo, qui vont en fait être très focalisés sur des aspects techniques, la gestion des sédiments, le risque d'inondation, mais qui en fait ne reviennent pas sur les objectifs initiaux de l'opération, dont on a bien compris les contours dans la présentation précédente. Donc ça veut dire que on a des populations locales qui se déclarent assez peu satisfaits hein, de la manière dont on s'est adressé à eux, et qui également vont aller chercher leurs informations ailleurs, soit dans la presse, soit éventuellement dans le bouche à oreille ou les réunions publiques qui sont organisées en revanche par les opposants, qui du coup ont le champ libre, puisque personne d'autre communique, et en l'occurrence les amis du barrage, qui ont été très actifs pendant toute cette période-là. Donc, il y a une association qui date en fait de 93, hein, qui est une association au départ plutôt de patrimoine, enfin d'animation de la vallée, qui va se transformer en une animation de défense. Donc ça crée aussi une défiance assez importante avec le sentiment d'une ingérence, c'est-à-dire d'une décision qui est décidée ailleurs, ailleurs en haut, hein, et sans consultation. D'autant plus que, par ailleurs, l'opération, elle est plutôt bien, elle fait l'objet d'une certaine médiatisation hein, à un autre échelon, national, voire international. Donc, il y a un décalage très clair d'appropriation des informations entre le niveau local et les autres niveaux. Donc ça, c'est un premier point qui peut expliquer la difficulté locale à s'approprier cette opération. Un autre point qui me paraît très important, en tout cas, moi j'ai envie d'insister sur celui-ci, c'est qu'au-delà des arguments, donc on a parlé tout à l'heure hein, de la question énergétique, on pourrait l'associer à des enjeux économiques, on pourrait en débattre pendant des heures et des heures. Et ça, c'est effectivement occupé beaucoup de place dans le conflit, mais il me semble qu'il y a un élément en fait qui est très important en fait dans cette opération, qui a été sans doute sous-estimé, voire négligé, c'est l'attachement au lieu. Puisqu'en fait, on a certes des barrages, mais à l'amont de ces barrages, on avait surtout des lacs, des retenues d'eau. On peut aussi se poser la question comment on les nomme, mais pour les gens, c'est des lacs. C'était des lacs. Et le long de ces lacs, qui existaient depuis le début du XXe siècle, il y a eu toute une vie qui a émergé, qui s'est construite avec notamment, hein, c'est un des symboles de cette vie-là, plus d'une centaine de cabanons et de pontons de pêche. Donc vous avez des photos qui étaient en fait installées le long des berges et qui démontrent bien l'appropriation des lieux. Et plutôt que de continuer là-dessus, je vais vous passer juste un court extrait qui est l'interview d'un pêcheur qu'on a rencontré le long de la Sélune et qui est un bout du film Sur les bords qu'on a réalisé en 2009 avec Olivier Thomas au moment du début de la vidange. Alors, j'espère que le lien fonctionne. On va voir. Ça a l'air. Alors ça, c'est... Ah oui. Ah oui. Parce que c'est un peu la passion. Alors, je vais remettre 0. La vision des choses par rapport à l'effacement des barrages, c'est pas forcément facile.
parce que c'est un peu la passion qui m'a animé pendant longtemps, et puis la raison environnementale que j'ai développée parmi mon entourage, mes amis, même pêcheurs. J'ai jamais caché le fait que j'étais très attaché à la protection de la nature, de l'environnement. Et donc quand la décision est arrivée que les barrages allaient être effacés, dans ce contexte, parce qu'on ne peut pas sortir la décision de ce contexte, où il n'y avait plus d'utilité, où EDF ne voulait plus du barrage. Dans ce contexte-là, je le comprends tout à fait. Et ça reste un point noir pour pas mal de choses en fait dans l'environnement. Alors on a parlé beaucoup du saumon parce que c'est un symbole, mais ça a peut-être été une erreur stratégique dans la communication de parler d'une espèce parapluie, alors que les gens n'ont pas conscience de ce que ça peut représenter. Et puis il y a toute la nature existante qui va changer, mais qui va aussi bénéficier du changement, parce que d'un point de vue très cartésien et scientifique, on connaît en fait les bénéfices d'une eau plutôt courante que dormante, et puis de retrouver une continuité sédimentaire écologique sur la Céline. Mais tout ça, ben, pour moi, c'est rentrer en contradiction avec mon attachement personnel fort avec le barrage, parce que forcément, la réalité, c'est que je vais aussi perdre, comme tout le monde, un endroit où j'aime venir. Donc ça, c'est pas facile, et ça a jamais été simple de l'expliquer et de faire comprendre aux gens que d'un côté, on peut tout à fait comprendre la décision et que raisonnablement, on peut admettre que c'est une bonne chose. Et puis, d'un point de vue plus subjectif, ben, de quand même vivre émotionnellement le fait que bah, c'est triste de perdre un endroit où on a passé autant de temps. Voilà, enfin cet extrait, pour moi, il illustre vraiment ce qui se noue en fait dans ce conflit et dans la difficulté d'appropriation, d'adhésion des habitants et des usagers à cette opération. Alors là, vous avez quelqu'un qui témoigne et dont vous voyez qu'il a totalement connaissance des tenants et aboutissants, qu'il est tout à fait, qu'il admet complètement et pour lequel il est complètement convaincu, ce qui est déjà en fait une situation assez spécifique, puisque comme je vous l'ai dit, la plupart des habitants, on n'est pas allé vers eux pour leur expliquer déjà cette chose-là. Et quand bien même lui est très informé de tous ces enjeux environnementaux écologiques, c'est déjà pas facile. C'est pas facile parce que voilà, il y a la raison, mais aucun d'entre nous, enfin j'espère, ne sommes que des êtres de raison, sinon c'est assez triste. Et donc il y a la passion qui entre en ligne de compte, et là ça devient évidemment beaucoup plus compliqué. Donc il me semble qu'une des leçons qu'on peut retenir, c'est que il faut qu'on arrive à trouver, et c'est pas spécifique à la cellule, hein, c'est en fait quelque chose qu'on retrouve dans plein de projets, et notamment dans un certain nombre de conflits environnementaux, il faut qu'on arrive à trouver une place pour les dimensions sensibles, pour l'affect, pour les émotions, et que c'est pas forcément la meilleure des solutions que de les laisser en dehors de la table enfin, du débat public, quoi. Donc ça, c'est voilà, un des premiers aspects. Et pourquoi, en fait, on se retrouve dans cette situation-là? Parce qu'en fait, moi, je dirais qu'on a une opération, mais qu'en réalité, on a deux projets. Si je reviens là-dessus, c'est qu'en fait, on a d'un côté ce que nous, on a appelé un projet écologique qui a été porté par l'État, par les services de la DDTM, qui est un projet réussi. Hein, Jean-Marc et Laura nous ont montré un certain nombre de critères voilà, qui montrent que tout ça fonctionne très bien. Une fois qu'on a réussi à faire cette gestion sédimentaire et à supprimer les ouvrages, et en fait, le problème, c'est que une des raisons du problème, c'est que ce projet écologique, il s'est construit indépendamment du projet de territoire, puisqu'en fait, très rapidement, les services de l'État ont dissocié les deux, considérant que ce volet-là n'était pas de leur ressort et le confiant aux collectivités territoriales. Le problème, c'est qu'on a des collectivités territoriales qui, d'une part, n'ont pas adhéré au projet au moment de son annonce, qui, d'autre part, ne sont pas propriétaires du foncier qui appartient à l'État, et qui, par ailleurs, alors c'est les cartes, je suis désolée, vraiment très très vilaines, qui sont en bas de la frise, le processus a été très long,
comme vous le savez ou comme vous le voyez entre l'annonce de 2009, mais en réalité on pourrait remonter à 2005 qui est le premier vote de la clé, et les premiers travaux qui commencent en 2018. Tout ça, ça laisse le temps à plein de réformes territoriales d'arriver et donc aux interlocuteurs de l'État de changer. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer qu'en 2009, au lendemain de la décision, l'État communique avec 4 cantons, Isigny-le-Buat, Saint-James, Saint-Hilaire-du-Harcouët et Ducé, qui aujourd'hui n'existent plus, qui sont en fait dans une grande communauté d'agglomération, qui est la communauté d'agglomération Avranches-Mont-Saint-Michel, dont le siège est à Avranches. Donc, voilà, pas vraiment concerné directement par le projet de la cellule, ce qui rend aussi très compliqué pour les élus riverains, qui en plus sont dans une région où les fusions de communes ont marché à tout va. Super, sauf que du coup, ces élus riverains, qui sont souvent des maires délégués, par ailleurs souvent des femmes, eh ben, se retrouvent complètement, enfin en tout cas en difficulté à faire valoir leurs préoccupations qu'un projet émerge sur ce territoire. Donc on se retrouve avec 2 tuyaux comme ça, 2 silos qui avancent parallèlement, mais qui en réalité n'arrivent pas. En tout cas, il y a eu des moments, hein, c'est avant voilà, fin 2014, on a eu un rapprochement effectivement entre le projet de territoire et le projet écologique, avec l'issue que l'on connaît, hein, de rétropédalage qui du coup va faire retomber le soufflet. Ce que ça veut dire aussi, c'est que, pourquoi j'insiste là-dessus, parce qu'il me semble que la manière dont le projet écologique a été conduite, et ça marche très bien tant qu'on est sur le projet écologique, n'est pas hyper compatible avec le projet de territoire. C'est-à-dire que le projet écologique, encore une fois, Laura l'a bien montré, c'est un projet de gestion sédimentaire, les sédiments accumulés dans le fond de vallée, et un projet de suppression de barrages. Donc en réalité, on est très focus sur l'échelle du chenal, et ce qui se passe au-delà, on ne le voit pas vraiment. Donc on a une restauration active qui a été mise en place pour gérer les sédiments, pour détruire les barrages, mais en réalité, ça a laissé de côté tout un tas d'autres enjeux qui sont notamment la question de la végétation qui, elle, fait l'objet pour l'instant d'une restauration passive, donc avec ces paysages qui sont en train d'émerger. Vous avez à gauche une partie des images d'ailleurs qui illustrent ce qu'on disait tout à l'heure sur l'Ivrande, donc les fameux casiers qui sont là pour contenir les sédiments pollués, mais aussi tout l'appareillage assez conséquent de gestion des sédiments, gestion, réessuyage, réétalage des sédiments. Et puis de l'autre côté, la végétation qui, elle, évolue spontanément sur la vallée des Noyers. Donc, la tension n'est pas la même entre le chenal et le reste de la vallée, puisqu'en fait, l'opération a été gérée dans cet objectif avant tout piscicole et réglementaire par les services de l'État. Et pourtant, en fait, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que l'appropriation, elle ne se fait pas tant par la rivière que par la vallée. Alors, en réalité, il n'y a pas le droit aujourd'hui encore de pénétrer dans la vallée, mais il se trouve qu'un certain nombre d'acteurs ont droit ou ont pris le droit, et tant mieux, j'ai envie de dire. Et donc, ce qu'on a pu documenter là dans les derniers mois, c'est que finalement, c'est par l'expérimentation, c'est-à-dire la confrontation directe et le fait d'aller se confronter à ce nouveau paysage, qu'un certain nombre d'usagers commencent à s'approprier ces lieux. Et en réalité, ce n'est pas tant les pêcheurs, puisque la pêche n'est pas réouverte, qui sont les pionniers de cette réappropriation, mais c'est plutôt des usagers auxquels on n'avait pas pensé. C'est des trailers d'Isigny-le-Buat qui organisent un trail et sont très contents de découvrir ces pentes, ces forêts, ces gués dans la rivière. C'est les kayakistes qui découvrent un nouveau terrain de jeu, ou même c'est les agriculteurs qui découvrent des terrains plans qu'ils vont pouvoir exploiter. Donc, finalement, ça nous interroge aussi sur comment le paysage lui-même crée, en fait, comment la relation des individus au paysage crée de l'appropriation. Et donc, ça m'emmène à mon troisième point, où je voulais m'attarder sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et justement quel devenir pour la vallée. On est entré dans ce que la DDTM appelle la phase de renaturation. Donc, c'est une phase qui, justement, va prendre en charge toutes ces questions non anticipées
comme par exemple le devenir des héritages hydrauliques. Donc, on peut se poser des questions, hein, puisqu'en fait, par exemple, dans la réappropriation par les kayakistes, on voit bien que c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup, qui crée de l'attractivité en fait dans les parcours, de la diversité, qui intéresse aussi les élus pour la dimension patrimoniale. Il y a la question du devenir des cabanons. Il y a aussi la question du foncier, évidemment, mais aussi on peut se poser la question, est-ce que de cette phase de renaturation qui a été confiée à des bureaux d'études, va émerger ou pas un projet de paysage et de reconversion de la vallée? Et ça, en fait, voilà, c'est quelque chose qui interroge sur comment construire ce projet de paysage. Et un des éléments qui nous a semblé moteur dans cette dernière phase, c'est vraiment la végétation. C'est-à-dire que si on regarde qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui du point de vue du projet de territoire, je dirais que quasiment la seule chose qui était engagée, c'est les tests d'ensemencement agricole. De quoi il s'agit? En fait, dans la vallée des Noyers, il y a quelques parcelles planes de fond de vallée accessibles, pas toutes, mais quelques parcelles qui pourraient faire l'objet d'une valorisation agricole. Et ça a donné lieu à des tests, pour l'instant modestes, mais qui sont intéressants dans le sens où on voit que là, on a des acteurs locaux, des élus, mais aussi des agriculteurs qui se réapproprient les lieux, ou en tout cas qui réfléchissent à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et on voit bien que pourquoi ils le font. Alors, il y a certes une opportunité d'agrandir l'exploitation, mais franchement, je ne pense pas que ce soit vraiment le moteur principal. Le moteur principal, c'est surtout une question d'entretien du paysage, de réaction face à une peur de la friche qu'on a pu observer pendant les années précédentes. Donc on voit bien, ce qui fait bouger les choses, c'est la nature, c'est le sol noir qui stimule tout le monde, comme nous dit cet élu. Donc on voit bien que là, finalement, on voit bien comment l'évolution du paysage fait bouger les lignes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, on voit aussi apparaître d'autres scénarios. On entend, alors pas de manière, je ne parle pas d'un communiqué de presse ou d'une décision votée en bonne et due forme pour un scénario du réensauvagement, mais il y a cette possibilité qui pourrait advenir du scénario du réensauvagement, du rewilding, d'un scénario de la non-gestion. Alors, qui vient s'opposer à un autre scénario qui a, pendant un temps, fait l'objet d'un travail qui était un travail commandé par le Pays de la Baie, donc une des collectivités locales, commandé au bureau d'études Maître du Rêve en 2014, qui, lui, prenait plutôt une direction d'une vallée touristique avec des aménagements, etc. Mais on voit que ça, on en est revenu et qu'on est certainement plutôt, de notre point de vue, si on cherche à qualifier ce vers quoi les habitants et les usagers voudraient aller, je pense qu'on est plutôt au milieu. C'est-à-dire qu'à la fois, le scénario touristique de valorisation de l'arrière-pays du Mont-Saint-Michel, ce n'est pas forcément ce dont rêvent les habitants, de ce qu'on a pu comprendre, mais le scénario du rewilding, ce n'est pas non plus ce qui leur fait envie. Donc, on est peut-être plutôt dans un entre-deux. Dans un entre-deux qui, en même temps, pose question, puisqu'en fait, on a aussi des municipalités riveraines qui, dans un contexte d'austérité, ont tendance à adopter un principe de réalisme. Nous faisons les choses à minima, réenchanter la vallée, c'est fini, mais qui continuent quand même de demander à l'agglomération, de demander à l'État qu'un projet émerge. Donc finalement, ce qu'on identifie, c'est que finalement, ce scénario du réensauvagement, il ne nous paraît pas vraiment le scénario d'une réussite sur le plan social, il nous paraîtrait plutôt la confirmation d'un choix par défaut, c'est-à-dire la confirmation qu'on n'a pas réussi, dans le cadre de ce projet, à faire dialoguer les enjeux écologiques et de territoire. Je reprends ici une citation de l'animatrice du Sage qui nous dit « La pire chose qu'on pourrait imaginer, c'est que rien ne se passe, et l'option la moins onéreuse serait que rien ne se passe. Et on ne dirait pas qu'on ne fait rien, mais que c'est un espace en libre évolution, sauf que ce n'est pas ce qu'on a prévu et vendu au départ, ça doit profiter au territoire. » Donc voilà, et la question évidemment, c'est pas, moi je ne tranche pas sur le scénario de réensauvagement du point de vue de la biodiversité, etc. Je le lis simplement d'un point de vue plutôt sociopolitique. Tant qu'il ce scénario fait pas l'objet d'une validation ni par les élus ni par les habitants, je considère qu'il n'est pas représentatif d'un choix totalement assumé.
Alors, pour nuancer par rapport à ce scénario du réensauvagement, je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, cette irruption du sauvage, on voit bien qu'elle fait réagir les gens. Elle les fait réagir. Et en fait, on voit que il y a toujours, dans les enquêtes qu'on a menées, on voit qu'il y a toujours, on avait beaucoup vu une peur de la friche pendant toute la période avant les travaux. On a fait des nouvelles enquêtes après la démolition du barrage de Vezin et ça a été intéressant de voir qu'en fait, il y avait toujours cette volonté de conserver une vallée qui soit accessible, c'est-à-dire dans laquelle on puisse aller, dans laquelle on puisse se rendre, qui soit ouverte, c'est-à-dire où on puisse voir l'eau, où on puisse idéalement se promener de bord de la rivière. Et que parallèlement, la peur de la friche, elle s'atténue. Alors, elle s'atténue moins chez les plus âgés, elle s'atténue moins chez les gens issus du milieu agricole, et elle s'atténue moins chez ceux qui vivent auprès des anciens lacs. Ça, c'est clair, mais quand même, elle est plus aussi forte qu'avant. Et surtout, en fait, on a l'impression qu'il pourrait y avoir un rapprochement, donc ce fameux dialogue qu'on n'arrivait pas à avoir, entre des enjeux. Donc là, c'est une question où on demandait donc il y a environ 500 personnes qui ont répondu à un questionnaire en ligne, qui sont à la fois des habitants de la vallée, mais aussi des usagers qui peuvent habiter plus ou moins loin, mais globalement dans un périmètre assez proche. Et on voit qu'en fait, quand on leur demande c'est quoi les critères de réussite pour la future vallée pour vous, vous voyez qu'en fait, parmi ce qui ressort dans les premières catégories, on a des choses qui relèvent du sensible, c'est-à-dire l'ambiance calme et reposante de la vallée est conservée, ou les paysages restent de qualité. Et ça, en fait, on se rend compte dans des entretiens plus fouillés qu'on a pu faire dans la vallée avec des habitants, des usagers, que finalement, cette végétation spontanée qui est en train de se développer, à la fois, il y a l'envie de la contrôler pour continuer de garder une vallée ouverte et accessible, mais en même temps, il y a aussi l'idée que ce bois, cette végétation arbustive, elle participe aussi de la protection de la vallée. C'est-à-dire qu'on n'a pas, comme je disais, le scénario de la vallée touristique, c'est jamais quelque chose qui a beaucoup stimulé les habitants, à mon sens. Et finalement, la présence de cette végétation boisée, elle peut coïncider avec ce souhait-là, c'est-à-dire maintenir une ambiance intime, tranquille, apaisée. Et donc, on pourrait avoir là une possibilité de convergence entre le maintien de l'ambiance de la vallée et une appropriation des objectifs écologiques, avec par ailleurs des usagers et des habitants qui sont assez curieux, pour une partie d'entre eux, de découvrir ce nouvel espace de nature et de la biodiversité, pas simplement les poissons, mais aussi la faune, la flore, encore une fois, de manière plus large. Donc finalement, on se retrouve dans une situation où ce qui va nous intéresser de suivre, c'est vers quelle ambition. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de répondre non plus à la question de qu'est-ce qui va se passer demain. La solution, elle est dans la main des élus et des porteurs du projet, mais on voit qu'il y a différents niveaux d'ambition qui s'emboîtent. Du point de vue piscicole et sédimentaire, on a déjà atteint cette ambition avec le démantèlement du barrage et la gestion sédimentaire. On peut se poser la question du projet de restauration écologique de la vallée à une autre échelle, celle de la vallée et du bassin versant dans son entièreté, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et puis, évidemment, si on se place dans une restauration plus globale, plus holistique, on peut se dire que l'enjeu, c'est pas simplement, même si c'est déjà compliqué, de restaurer le vivant, mais c'est aussi de s'intéresser à la réparation de la relation des populations à ce vivant. Auquel cas, on aurait sans doute, à mon sens, raté quelque chose, alors qu'on a là une opération qui représente une opportunité vraiment de faire quelque chose d'exemplaire et de montrer que les projets écologiques, ils peuvent aussi participer de l'amélioration du cadre de vie et du renforcement de la relation par différents moyens de sensibilisation, etc., des populations avec leur milieu. Et pour finir, simplement, ce qu'on voit aussi, c'est qu'évidemment, tout ça, c'est compliqué parce qu'on travaille dans des temporalités qui sont très distinctes entre un porteur de projet qui est l'État, qui caractérise malgré tout par une certaine lenteur et une certaine rigidité, qui n'est pas forcément compatible avec le côté exploratoire de la restauration écologique, ou incertain, qui pourtant devrait nous alerter dans un contexte de transition écologique. Et puis, de l'autre côté, une nature qui, elle, en fait, va très vite. C'est le cas des saules, des mauvaises herbes, des nuisibles. C'est le retour des sangliers qui affole une partie de la population et qui fait qu'on s'inquiète de savoir à partir de quand ce sera trop tard pour intervenir.
ou trop cher. Et puis, du coup, ce qui nous intéresse, ce qui nous interpelle, c'est peut-être que finalement, les acteurs qui vont jouer un rôle fort dans tout ça, bah, c'est peut-être des acteurs auxquels on n'avait pas forcément imaginé un rôle si important. C'est les initiatives privées et individuelles, d'associations, d'acteurs économiques, dont on voit qu'en fait, bah, ils arrivent peut-être plus facilement à naviguer et à s'approprier les lieux et à faire force de proposition dans ce cadre-là. Voilà ce que je voulais vous dire.